Le logiciel mental, facteur déterminant de l'émergence des pays africains, tel est le thème que nous allons débattre au cours de cette émission avec le docteur Kitsoro Kinzunza. Docteur Kitsoro Kinzunza, bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi parler du logiciel mental? Bon, c'est vrai, vous avez raison de poser la question parce qu'il y a deux mots qui sont associés là. Il y a logiciel qui relève de l'informatique et mental qui relève de la psychologie. Donc, nous avons considéré que chacun de nous a un programme mental. C'est ça qui fait le logiciel mental. Alors, à la différence du programme génétique qui est inné, la bonne nouvelle pour le programme mental, c'est qu'on peut le déprogrammer. Alors, quand on le déprogramme, c'est parce qu'on tient compte du fait que, dans la réalité, il n'y a que 3 directions pour le logiciel mental. Première direction, c'est le progrès. Deuxième direction, l'inertie. Troisième progrès, la régression. Donc, on peut comprendre qu'un logiciel mental est toujours programmé par rapport au progrès, ou par rapport à l'inertie, ou par rapport à la régression. Mais c'est le logiciel mental qui est à l'origine des comportements négatifs ou positifs si on prend comme référence le progrès. De ces 3, où se situe le logiciel mental des Africains? Bon, je pense que poser le problème en ces termes-là, ce n'est pas la bonne manière de le faire, puisque si on prend les Occidentaux, il y en a aussi dont le logiciel mental est programmé régression. Prenez Donald Trump. On a bien vu. Il a perdu les élections, il a monté les gens pour aller au Capitole. Donc il s'est comporté, on dirait, comme un Africain. Mais en fait, il s'est comporté comme quelqu'un qui est porteur d'un logiciel mental qui est programmé régression. C'est le même Trump aussi qui estimait que les femmes, c'est pas des gens qui réfléchissent. Il suffit simplement qu'elles soient amoureuses de quelqu'un et puis après, bon, ben, elles feront ce que l'homme leur demande de faire. Bon, ça aussi, c'est toujours un logiciel mental qui est programmé régression. Mais la question la plus importante dans l'affaire du logiciel mental, et pourquoi j'ai eu à en parler, c'est parce que il faut d'abord voir les composantes d'un logiciel mental. Dans un logiciel mental, il y a les mentalités, il y a les attitudes, il y a les habitudes. Ce sont ces 3-là qui sont à l'origine des comportements qui peuvent être toxiques lorsqu'ils sont orientés régression ou inertie, mais qui vont dans le sens du développement lorsqu'ils sont orientés progrès. Vers le progrès. Voilà. Donc c'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas le thème logiciel mental en tant que tel, c'est simplement que la relation entre les comportements et le logiciel mental. Et c'est là maintenant aussi que vous pouvez voir qu'en spiritualité, qu'est-ce qu'on dit dans la spiritualité? On parle de la crainte de Dieu, on parle de l'amour du prochain. Alors, un logiciel mental qui est programmé, pas de crainte de Dieu, pas de crainte du gendarme, ça donne le comportement toxique dans toute leur diversité, mais ça bloque le progrès. Oui, docteur, mais avec ces comportements, avec ces logiciels mentaux par exemple, est-ce que vous ne pensez pas à un formatage? Bon, effectivement, il faut passer au formatage des logiciels mentaux. On ne peut pas les laisser comme ça libres. Et c'est là qu'intervient le leadership politique. Vous prenez par exemple Kagame, il a formaté le logiciel mental rwandais pour qu'il soit orienté vers le progrès. Mais la plupart des autres dirigeants africains ont formaté le logiciel mental de leurs concitoyens de telle manière qu'ils soient orientés vers la régression, puisque tous, ils ont créé ce que j'appelle la précarité. Voilà, la précarité économique, de telle manière que tout le monde aille vers eux pour avoir accès à la richesse. Alors que par mon travail, je dois pouvoir avoir accès à la richesse. Mais on bloque ça. C'est pour ça, par exemple, que dans l'ouvrage, vous verrez qu'à un moment donné, je parle
de l'État néo-patrimonial. C'est-à-dire que si vous installez un État néo-patrimonial dans votre pays, cela implique que vous puissiez l'entretenir par l'instrumentalisation des ethnies, par la précarité, par le clientélisme, par la corruption structurelle, etc. Bon, tous les opposants à votre régime, tous ceux qui sont des hommes d'affaires, ne vont plus gagner un seul marché public. Et tous aussi, aucun d'entre eux ne pourra rentrer dans la fonction publique. C'est ce que j'appelle la gestion néo-patrimoniale des emplois et des marchés publics. Alors, docteur, quelle est donc la place de la gouvernance politique dans les stratégies de déprogrammation et de reprogrammation du logiciel mental collectif? Alors, si le leadership politique est un leadership transformationnel, alors il va faire en sorte que le mérite soit le seul critère. Vos origines ethniques n'intéressent pas ce type de leadership politique. Vos opinions religieuses n'intéressent pas ce type de leadership politique. Ce qui intéresse le leadership politique, c'est le mérite, parce que c'est ça qui amène la performance. Mais les autres types de leadership là, qui sont axés sur le clientélisme, la corruption, etc., ça ne mène qu'à la régression. Il faudrait qu'on en soit conscient pour comprendre que ceux qui nous proposent la réforme de l'État se moquent de nous lorsqu'ils ne remettent pas en cause l'instrumentalisation des ethnies. Le vote est ethnique, les emplois publics sont ethniques. Vous regardez la composition du gouvernement, vous pouvez compter le nombre de ceux qui sont deux. Vous regardez les entreprises d'État, vous verrez que c'est le fils d'eux. L'intérêt général est bafoué. Bon, l'intérêt général n'est pas pris en compte parce que dans l'État niveau patrimonial, ce qui est important, c'est la conservation du pouvoir. Donc il se comporte comme un prince, le leader qui est à la tête du pays. Bon, celui qui est à la tête du pays dirige un État néo-patrimonial et il est prisonnier de tout ce qui fait un État néo-patrimonial. L'État patrimonial, si vous supprimez la corruption, il s'écroule. Si vous supprimez l'instrumentalisation des ethnies, il s'écroule. Donc, ce qui fait que les actions qui doivent avoir pour résultat le progrès doivent être dirigées contre la corruption et contre l'instrumentalisation des ethnies. Pour l'instrumentalisation des ethnies, il faut arriver à bâtir l'État-nation. Alors, il y a un ancien ministre qui a déclaré lors d'une conférence qu'on ne peut pas faire la réforme de l'État parce que c'est comme si on faisait la réforme de quelque chose qui n'existe pas. En fait, il y a l'État territoire et il y a l'État-nation. L'État-territoire existe, puisque le Congo, dans le Conseil des Nations, il y a une superficie qui est réservée au Congo sur la carte. Mais l'État-nation est à construire. Parce que si nous continuons avec l'instrumentalisation des ethnies, nous ne pourrons jamais atteindre le stade des nations. Chacun se sentira Vili, Bembe, Lari, Kouyou, Mboshi. Non, on doit arriver à cimenter. Vous voyez par exemple au Rwanda aujourd'hui, la frontière entre Hutu et Tutsi n'existe plus. C'est une disposition de la Constitution qui interdit d'appeler les gens par Tutsi ou Hutu, on doit les appeler Rwandais. Celui qui ne s'exécute pas, il sera mis en prison, sanction pénale. Donc ça c'est clair, c'est net. Donc si on arrive à ça, mais ça veut dire aussi que lui, Kagame, ne pratique pas l'instrumentalisation des ethnies, ils en ont souffert. Ils en ont souffert. Le génocide de 1994, c'est la conséquence. Donc si vous continuez sur la voie de l'instrumentalisation des ethnies, vous augmentez les frustrations, et un bon jour, ça va atteindre un stade où
ce sera incontrôlé, incontrôlable. Et docteur, selon vous, quelles sont les pistes de solutions pour arrêter l'instrumentalisation des ethnies? Développer l'économie. Vous donnez des emplois à tout le monde, vous allez voir que les gens qui veulent instrumentaliser les ethnies, mais ils n'auront plus de base, de base pour ce faire. Nous allons atteindre le stade de programme contre programme. Ça, c'est une voie. L'autre voie, c'est celle de Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny exigeait de tous les cadres qui avaient des salaires politiques d'aller développer leur village. Plantation, ferme, c'était ça. Donc, quelqu'un qui est tout le temps dans son village, quand arrivent les élections législatives, c'est lui qu'on connaît, il n'a pas besoin de fraude. C'est lui qui a emporté l'emploi aux jeunes du village. C'est lui aussi qui a fait pression sur son collègue pour qu'il y ait le tronçon de route qui conduit à Abidjan où il pourra écouler sa marchandise. Docteur, en suivant bien vos explications, ça nous emmène à la conclusion sur laquelle la traite négrière, le colonialisme et le néocolonialisme ont une part de responsabilité dans le logiciel mental des Africains. Oui, ils ont une part de responsabilité, mais on peut déprogrammer ça comme en train de le faire Kagame. C'est pour ça qu'on a besoin de Kagame partout en Afrique. Kagame, c'est la référence en Afrique. Docteur, vous avez aussi parlé dans votre ouvrage du drame des pays africains au sud du Sahara. Quels sont les arguments? Non, le drame des pays africains, c'est que le langage officiel parle de démocratie. Mais dans la réalité, il n'y a pas de démocratie. Démocratie, il y a démos, le peuple. Cratie, c'est le pouvoir du peuple. Donc si vous voulez qu'il y ait démocratie, alors la démocratie ne se limite pas à organiser des élections à échéance prévue, mais c'est aussi une culture. Donc ça veut dire qu'on accepte l'alternance. Dès lors que vous rejetez l'alternance, mais laissez tomber le terme de démocratie. Bon, dès lors aussi que vous refusez d'afficher les résultats du vote à chaque bureau de vote, comme cela se fait au Sénégal, depuis Ouad, mais ça veut dire que vous n'êtes pas pour la démocratie. Dès lors que vous mettez ceux qui sont contre vous en prison, comme le fait régulièrement Museveni, bon, mais il n'y a plus de démocratie. Docteur, il est dit que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Nous constatons dans certains pays ouest-africains, les gens ont pris le pouvoir avec la complicité des populations par la voie, non pas des urnes, mais des armes. Alors comment peut-on situer ces genres de personnes? Rawlings a dit, lorsque dans un peuple, la justice est aux ordres du pouvoir, il ne reste plus qu'une composante de la population qui peut ramener les choses à leur place par rapport aux aspirations des peuples. Et cette composante, c'est l'armée, mais une armée éduquée, une armée qui est consciente du fait que sa mission première, c'est vrai, c'est de défendre l'intégrité territoriale, mais c'est aussi de faire en sorte qu'il y ait le vivre ensemble. Et le vivre ensemble doit être adossé à l'égalité des chances, et non sur la propagande. Docteur, selon vous, qu'est-ce qui distingue le cadre africain au cadre occidental? Bon, le cadre, c'est pas ce qui distingue les cadres occidentaux. C'est comme si vous me disiez, qu'est-ce qui distingue un mari africain d'un mari occidental? Le mari occidental, on dit que lui, il est fidèle, il est avec sa femme, il n'y a que sa femme. Mais c'est parce que là-bas, il y a des textes. Par exemple, aux États-Unis, si vous divorcez avec votre femme, vous pouvez être condamné à lui payer la pension alimentaire jusqu'à ce qu'elle se remarie. Si elle ne se remarie pas, vous allez continuer à payer la pension alimentaire. Donc vous réfléchissez à deux fois. Bon, chez nous, si une femme se lève, elle va au tribunal pour dire que je porte plainte, enfin, elle va voir un avocat pour dire que je porte plainte contre mon mari. On va dire, oh, c'est tout. Il vous donne à manger, non? Oui. Le wax, il achète, non? Oui. Mais vous allez au restaurant, non? Oui. Mais qu'est-ce que vous voulez encore? Moi, je veux mon mari. Ah, bon. Vous voyez déjà la différence. C'est un problème de culture. Et c'est un problème aussi de niveau de développement économique. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas atteint ce niveau de développement économique, les droits des femmes vont continuer à être bafoués. C'est pas le fait de prendre un texte. Par exemple, si vous prenez un texte pour dire que si le mari décède,
ce sont les enfants qui vont hériter des biens. C'est bien gentil. En fait, de la maison, notamment, c'est bien gentil. Mais on vous dira que non, non, non. D'après la coutume, c'est le neveu qui doit prendre la maison. Maintenant, vous allez faire quoi? Bon, vous laissez la dame là-dedans, un enfant tombe malade, un enfant meurt, mais c'est ça. Bon, parce qu'on ne maîtrise pas ces questions-là qui dépassent le simple niveau de la loi. Il faut aussi qu'il y ait tout ce qui va avec, c'est-à-dire avoir vaincu la sorcellerie. Si vous avez vaincu la sorcellerie, vous pouvez prendre maintenant votre texte. Docteur, qu'est-ce qu'on peut retenir du logiciel mental pour clore? Non, pour clore, il faut seulement retenir qu'il y a un lien direct entre le logiciel mental et le comportement. Mais ce sont les comportements qui peuvent vous mener au développement ou qui peuvent détruire votre pays. Et donc, si vous voulez maîtriser le comportement, il faudrait que vous regardiez les composants du logiciel mental et que vous puissiez les mettre en harmonie avec votre objectif de progrès. Concrètement, ça veut dire quoi? Les mentalités, ça ne se fabrique pas. C'est le père et la mère qui donnent ça aux enfants. Donc c'est pour ça qu'il faut veiller à ce qu'on ne détruise pas la famille. La famille est sacrée sur le plan spirituel, c'est sacré aussi par rapport au développement de votre pays. C'est pour ça qu'en Occident, ayant compris ça, ils protègent la femme et l'enfant. Vous tapez votre enfant, on vous amène au tribunal. Vous faites subir des services à votre épouse, on vous amène au tribunal. Donc, maintenant, en ce qui concerne les habitudes, mais les habitudes toxiques, il faut les sanctionner. Si vous ne les sanctionnez pas, ça va continuer à prospérer. Les attitudes. Quelle est l'attitude des gens vis-à-vis de l'argent? Quelle est l'attitude des gens vis-à-vis des femmes? Quelle est l'attitude des gens vis-à-vis... C'est tout ça qu'il faut encadrer de manière à ce que vous ayez un autre homme. Cet homme, cette femme, qui va maintenant travailler dans le sens du progrès, qui va développer, qui va démontrer des mentalités, des habitudes, des attitudes et des comportements qui sont conformes au progrès. Le logiciel mental, son impact sur le développement et l'émergence était au centre de notre émission de ce jour où nous avions invité sur ce plateau le docteur Kitsoro Firmin Kinzunza, enseignant chercheur à l'université Maringouabi et le tout premier directeur de l'École nationale d'administration et de magistrature au Congo. Avec lui, vous avez eu des explications nécessaires relatives au logiciel mental et son impact. Nous allons vous retrouver à une autre occasion. Au revoir et surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne CBCN Télévision. Merci.